C'est bon, l'enregistrement est lancé. Ok, donc bonjour à tous, bonjour à l'audience qui nous regarde aujourd'hui. Bonjour Robert, bienvenue dans cette nouvelle interview. Bonjour Xerius et merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je te le disais, j'ai choisi de t'interviewer aujourd'hui parce que tu as fait un post récemment par rapport à l'authenticité, par rapport à s'autoriser à être soi, accepter qu'on ait des peurs et les partager aux autres, ses doutes, ses failles, et se montrer tel qu'on est. C'est quelque chose qui m'a touché et j'avais vraiment envie de le partager, de le mettre en avant parce que c'est aussi le message que j'essaye de transmettre, de faire passer, de, voilà, comme tu disais dans ton post, on n'a pas tous une vie de voyage, on n'a pas tous forcément l'envie ou ni le temps. Et dans l'industrie du coaching, des formations, on est formaté à ça un peu, à montrer ça ou à se dire que ça peut faire stylé ou que ça va attirer des clients. Et, et toi, tu as compris récemment ou tu as eu un déclic par rapport à ça. Et je trouve ça important de, voilà, de se montrer tel qu'on est et de. Parce qu'on nous dit souvent, tu vois, on nous dit souvent, il faut avoir la vie que notre audience rêve d'avoir. Mais derrière, il faut aussi pouvoir connecter avec ces gens. Donc, bref, je te laisserai parler sur ça. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi de t'interviewer. Et la deuxième raison, c'est parce que dans ton message, tu parlais de transmission. Et j'ai aussi, moi-même, j'ai eu un déclic il y a pas longtemps par rapport à la transmission. Je me suis dit, en fait, quel est le lien, la chose qui a fait que je me suis senti bien dans chaque chose que j'ai faite dans ma vie, en fait. Enfin, l'élément global. Et c'était justement la transmission qui est revenue. Alors, quand j'ai lu ton post, ça a énormément résonné en moi. Parce qu'il y a différentes façons de transmettre. Toi, c'est par l'écrit. Moi, c'était par l'art, la comédie, le théâtre, la trompette. Et donc, voilà, j'aurais aimé échanger avec toi par rapport à la transmission, par rapport à l'authenticité et par rapport au copywriting dans tout ça. Donc voilà pour cette introduction. Alors je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je suis Robert de Piquigny, je suis copywriter professionnel depuis 20 ans, parce que j'ai commencé le 2 février 2000 chez Blanche Porte, donc ça va faire 20 ans en février. Je suis resté salarié pendant à peu près 15 ans, et après j'ai repris un cursus d'études, j'ai validé un Master 2 en marketing et commerce électronique. Et ensuite, je me suis lancé à mon compte, ça fait à peu près 4 ans et demi que je me suis lancé avec Red de Redac. Et donc, je suis un fondu, on va dire, d'écriture. J'adore écrire depuis tout petit. C'est vraiment ma passion, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, être copywriter, c'est quelque chose qui est dans la continuité logique par rapport à qui je suis. Et le poste auquel tu fais allusion, c'est un poste dans lequel j'explique, pour mettre un peu de contexte, dans lequel j'explique que finalement, on peut utiliser les meilleures techniques de copywriting, on peut utiliser les meilleures structures, les meilleurs patterns, les meilleurs schémas de persuasion. Si derrière, on n'a pas une voix qui est la sienne, qui est quelque chose qu'on a, nous, en nous, vraiment profondément ancré, eh ben, finalement, on tape à côté. On tape à côté, on n'est pas aussi efficace qu'on pourrait être efficace et on ne va pas forcément toucher les bonnes personnes parce que, comme tu l'as dit, on se doit d'avoir, nous, la vie de rêve dont rêve notre audience. Mais en même temps, c'est tout à fait juste. Et je me suis aperçu que, en montrant des piscines, des voyages, des choses qui ne me ressemblaient pas forcément, finalement, le risque, c'est quoi? C'est que j'attire à moi des gens qui attendent ça de moi, qui attendent que je leur apporte ce côté bling-bling, ce côté paillette, alors que c'est tout sauf moi, ça. Et, hum, et ça a ses limites, ce système-là. Voilà, intro. Ok. Alors juste pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est que le copywriting qui arrive dans cette vidéo, est-ce que tu peux donner une petite définition rapide Alors, le pour copywriting, on voit souvent sur les posts, pour ceux qui nous regardent, on voit que c'est l'art de vente, de la vente à l'écrit. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le copywriting, en fait, c'est l'art de convaincre à l'écrit parce que, par exemple, un discours politique, un bon discours politique, c'est du copywriting. C'est l'art de faire adhérer l'autre à ses idées. Et souvent, les idées en question, c'est, in fine, de vendre un produit ou un service. C'est pour ça qu'on voit souvent que le copywriting, c'est l'art de vendre à l'écrit. Voilà ce que c'est le copywriting.
Ok. Et est-ce que tu te vends par rapport à ce qu'on disait sur la vie, il faut vivre la vie que notre audience rêve d'avoir. Est-ce que du coup, en copywriting, tu te vends toi, tu vends un produit ou est-ce que tu vends ta vie? Il y a un peu des deux, en fait, enfin des trois même. C'est-à-dire que il faut savoir que la personne avec qui j'ai travaillé, inconsciemment, si elle me choisit moi, c'est parce qu'elle m'achète moi. Elle m'achète moi avant mes compétences. Euh, Elle va bien aimer mon style, elle va bien aimer le contact que j'ai. Elle va me trouver sympa, je sais pas, doux par exemple, parce que c'est souvent ce qui ressort. J'ai l'air doux, voilà, c'est ce qui ressort souvent. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver dans mes valeurs. Après, bien sûr, elle a besoin d'être rassurée par mes compétences, de savoir que ça fait 20 ans que je fais du copywriting, par exemple, c'est un élément de réassurance. Mais c'est pas la chose qui va passer en premier. Et la personne en premier, elle va pas se dire je vais bosser avec lui parce qu'il a 20 ans de métier. C'est pas ça qui est. Ça, elle va se le dire de façon rationnelle. Mais au fond d'elle, ce qu'elle va ressentir, c'est bah, j'ai envie de bosser avec lui parce qu'il a l'air bien, parce que voilà, il a l'air sérieux. C'est ça. Ok. Tu, ouais, par rapport au copywriting, est-ce que tu fais du copywriting pour vendre, pour créer une relation? Enfin, quelle est ta philosophie en fait du copywriting? Est-ce que tu as vraiment pour but de vendre dans chaque contenu et de vraiment y aller en mode bourrin? Est-ce que tu veux plutôt apporter de la valeur, plutôt infotainment? Euh, Tu veux plutôt divertir? Est-ce que tu veux plutôt créer une relation? Ou est-ce que c'est un peu tout? Quelle est ta philosophie du copywriting? Parce qu'il y a différents styles en fait. Il y a le style, les personnes qui écrivent un mot, une question, un mot avec une question pour que ça soit fluide, pour que ça soit aéré, pour que ça aille vite. Il y a le style des gens qui mettent plutôt les gros pavés. Il y a le style des gens qui vont à l'essentiel sans raconter d'histoire. Après, voilà, on parlera de storytelling, mais quelle est ta philosophie? Alors moi, ma philosophie, c'est que si tu veux, les gens à qui je m'adresse, ils ont un point commun, c'est qu'ils adorent acheter, mais ils ont horreur qu'on leur vende. Je veux dire par là, c'est que euh, de temps en temps, je fais des opérations. Par exemple, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps pour le Black Friday, où je vais faire de la promotion pure et dure, où je vais pousser vraiment mon produit et je vais casser les prix, tu vois. Ça, c'est vraiment de la vente très push, tu vois. On pourrait dire que c'est l'outbound marketing. Mais l'inbound marketing, le storytelling, le contenu de marque, c'est quelque chose qui est sur du long terme où tu files quelque part, tu bâtis, tu files ton identité et tu emmènes les gens, tu embarques les gens dans une histoire qui est la tienne. En tant qu'entrepreneur, on a chacun une histoire qui est différente et c'est important que les gens se reconnaissent dans notre histoire, en tout cas les gens qui ont envie de bosser avec nous. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu parles de messages courts avec des questions, avec des relances, etc., ça, pour moi, c'est plus de la technique d'écriture. C'est-à-dire que je peux très bien faire ce style d'écriture, ce qu'on appelle en toboggan glissant. En toboggan glissant, pourquoi? Parce que le but, c'est que la personne lise ta première phrase et arrive en bas du mail ou de la page de vente sans même s'en apercevoir, comme si elle était entraînée malgré elle dans cette espèce de flow de phrases, flow visuel. Et c'est-à-dire que je peux très bien utiliser ces techniques dans un but de vendre, de pousser un produit, comme je te l'ai dit là dernièrement avec le Black Friday, ou pour raconter une histoire. Mais le but, c'est que la personne ait lu tout mon texte. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment qu'elle lise tout. Et pour ça, bah, moi, j'utilise des techniques d'écriture qui sont que j'enseigne hein, dans ma formation en ligne d'ailleurs, pour vraiment faciliter le travail aux gens. Ok, donc par exemple, une technique d'écriture, c'est de faire des phrases courtes et de relancer. Tout à fait. Alors, les phrases courtes, ça c'est une idée par phrase, des phrases courtes, donc relancer derrière par une question très brève, montrer à ton lecteur que tu le connais finalement, hein. Parce que ça c'est important, c'est de créer l'empathie. L'empathie, c'est le fait de te mettre à la place de l'autre, et en copywriting, c'est hyper important de te mettre à la place de la personne qui va te lire. C'est ça qui va créer la proximité, qui va faire que la personne se dit bah putain, il me connaît super bien, ouais, c'est vrai que du coup j'ai envie de lire la suite, j'ai envie de savoir ce qu'il me dit après, il me connaît tellement bien. Et ça passe par des questions dont tu connais à l'avance la réponse. C'est-à-dire que il faut déjà préalablement à tout travail d'écriture que tu aies, et là je le parle aussi aux gens qui vont regarder l'interview, c'est que qu'il y ait ce travail sur l'avatar, en fait, de savoir quelles sont ses peurs, ses craintes, ses freins, ses envies, ce qui l'a fait kiffer, ce qu'il déteste, etc.
Et en faisant ça, on est capable après d'écrire des phrases dont on connaît à l'avance les réponses et des questions dont on connaît à l'avance les réponses, ce qui facilite l'appel du oui, hein, puisqu'on dit toujours on appelle un oui silencieux du lecteur. S'il répond oui à tes questions, il va continuer à lire. S'il dit non, par contre, ça risque de le stopper dans sa lecture. Ouais, en fait, si au départ, tu te trompes enfin, tu projettes en fait tes propres douleurs sur lui et qu'en fait, il a pas du tout la même douleur, bah, derrière, tu fais fausse route sur tout le mail, quoi. Exactement. Et c'est vraiment le plus gros du travail, c'est de dire, quand toi tu écris, ou quand les gens qui nous regardent écrivent, euh, il faut pas nous-mêmes projeter nos propres peurs, nos propres douleurs. C'est pas ça, la personne qui va nous lire, c'est pas nous en fait. Et c'est ça un peu le piège, si tu veux. Mmh. Alors, quelquefois, l'avatar peut être nous, mais à un niveau peut-être moins développé ou moins avec un niveau de conscience un peu plus bas ou des peurs pas encore dépassées. Mais comment on fait du coup pour pas se projeter ou pour pas être biaisé? Comment est-ce que tu fais tes recherches sur l'avatar? Euh, Moi, je vais te donner un exemple. Donc ça va faire 20 ans que je rédige. Autant te dire que j'ai rédigé sur, je pense, à peu près toutes les thématiques. Et j'ai été amené de temps en temps à écrire sur des couches périodiques, par exemple. J'ai été amené à écrire sur des produits, des compléments alimentaires sur la prostate. Autant te dire que j'étais pas du tout dans la cible, tu vois. Et j'ai dû me dire, voilà, qu'est-ce que quelqu'un qui souffre de ce problème de prostate, c'est quoi sa vie, ce mec? Il doit se lever 5 fois par nuit pour aller aux toilettes, il doit même des fois avoir peur d'être dans sa voiture dans un bouchon parce qu'il a trop envie d'aller aux toilettes. Tu vois, je me suis dit, il faut vraiment te plonger, te mettre à la place, quoi, tu vois, en mode un peu schizophrène, quoi. Tu te dis, c'est quoi ma vie si je suis cet homme-là ou cette femme-là? Et c'est tout le temps le travail que je fais, c'est l'empathie, c'est-à-dire te mettre à la place de l'autre et te dire, c'est quoi sa vie, quoi. Mmh. Donc tu vas à la rencontre de ton marché où concrètement, en termes d'action, tu vas sur Facebook, tu vas dans des groupes, tu regardes les commentaires ou tu appelles des gens qui sont dans ta cible ou tu te rends à des événements, concrètement, en termes d'action pour avoir de C'est l'empathie, ça. justement. Alors, il y a ça, il y a les groupes Facebook, il y a aller voir les commentaires que les gens publient, aller voir également sur Amazon les bouquins que ces gens-là peuvent lire et surtout les commentaires que ces gens-là peuvent mettre sur ces livres, aller voir les forums qui sont dédiés à ces questions, si on parle de prostate par exemple, etc., et voir les problèmes qui reviennent à chaque fois le plus souvent. Et c'est toute cette espèce de bouillon de culture qui va faire que tu fais toi-même ta tambouille, quoi, en tant que copywriter ou en tant que personne qui vend une solution. Tu vas aller toi-même aller piocher à droite à gauche pour bâtir un avatar. Et moi, pour te dire, à chaque fois que j'écris pour une thématique particulière, j'affiche devant moi l'avatar de la personne avec sa photo. Ça va même jusqu'à, je vais prendre une photo sur Internet, comme si j'avais la personne en face de moi pour vraiment m'imprégner de lui, de ce qu'il est, et de lui écrire à lui et pas à quelqu'un d'autre. Mmh. OK. Et j'aimerais revenir sur l'authenticité, sur la place de l'authenticité dans le copywriting cette fois. Comment, est-ce que tu communiques pour attirer les bonnes personnes? Parce que tu vois, on peut vite tomber mmh, on voit souvent des gens tomber dans, la course aux millions ou dans, la course, à la villa la plus belle ou des objets matériels, qui sont mis en avant, heu, qui sont en fait qui sont des compléments au copywriting. Par exemple, tu vas mettre une photo, mais avec ton texte. Comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber ou en tout cas pour être plus authentique envers, toi-même déjà, créer un message qui te ressemble et envers les personnes qui te suivent pour leur respect? Alors, c'est un gros, gros sujet là, que tu abordes, parce que je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui était complètement pas naturel jusqu'à il y a peu. Euh, Parce que j'avais cette peur de me montrer tel que j'étais. Pourquoi? Parce que j'étais persuadé que déjà ça n'intéressait personne, que ça allait moi-même m'exposer aussi à des critiques qui me feraient beaucoup plus mal que si j'étais moi, mais avec cette espèce de protection, hein, je veux dire comment d'espèce de personnage entre guillemets public que tu montres, que tu acceptes de montrer. Et puis j'ai eu un déclic dernièrement. Je me suis dit mais finalement c'est épuisant finalement de jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est fatigant.
ça demande un effort supplémentaire. Et aujourd'hui, cet effort, j'ai pas envie de le mettre là. Cet effort, moi, j'ai envie de le mettre plutôt à me dire, je suis moi-même. Ce qui veut dire que c'est un effort, hein, de me montrer tel que je suis. J'accepte de me montrer tel que je suis, mais en contrepartie, je sais, j'ai la conviction que ça va faire venir à moi aussi les personnes qui me ressemblent. Et tu le sais, si tu fais venir à toi des personnes qui te ressemblent, c'est beaucoup plus simple après de travailler avec ces personnes-là, puisque tu les comprends, vous vous comprenez mutuellement, et c'est plus fluide de A à Z sur l'accompagnement que tu peux proposer. Et en plus de ça, ben, tu es la meilleure personne pour ces gens-là, puisqu'elles sont venues à toi parce qu'elles t'ont choisi toi avec ta personnalité. Ce qui enlève aussi du coup la peur d'être concurrencé, d'aller guetter les petits voisins, ce que font les petits voisins, etc., les petits concurrents. Et ça, je trouve ça aussi reposant finalement, parce qu'on ne s'épuise plus à guetter ce que font les autres. Et on n'a qu'à être soi-même. Alors ça paraît certainement super basique ce que je dis pour certaines des personnes qui vont regarder l'interview, mais en tout cas pour moi, c'était un vrai exercice difficile, un vrai accouchement, on va dire, dans la douleur. Tu as abordé plusieurs points sur lesquels je vais revenir. Euh, le premier, c'est la concurrence. Je réfléchissais vraiment aussi à ça récemment et je me suis dit, en fait, si je prends toutes mes passions ou toutes mes forces ou en fait tout ce qui font qui je suis ou tout ce que j'ai fait et que j'ai aimé dans ma vie et que je les rassemble et que je crée quelque chose, un produit ou un univers unique autour de ça, en fait, personne peut me copier. Donc, ça enlève toute la concurrence. Par exemple, Exactement. j'envisage je vais coacher mes clients en montagne parce que j'aime la montagne, l'air pur. Je vais peut-être ajouter de la musique. Moi, j'aime la trompette. Je faisais de la trompette, du théâtre, de l'art, de la peinture. Et tout ça, en fait, va créer un univers. Et enfin, personne n'aime toutes ces choses en même temps ou personne va rassembler ça parce que c'est moi, en fait. Et derrière, il n'y a plus de concurrence. C'est ça, il n'y a plus de concurrence. Et si tu veux, tu inverses un peu le rapport, c'est-à-dire que c'est au lieu que ce soit toi qui partes à la pêche au client ou à la chasse au client, ça dépend du terme, c'est que là tu adoptes une posture qui dit je suis expert dans un domaine, j'ai un vrai savoir-faire, j'ai cette personnalité qui est la mienne et que j'accepte de vous montrer. Maintenant, si ça vous plaît, faisons un bout de chemin ensemble. Et là, tu vas attirer à toi les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui te ressemblent, les personnes qui adhèrent à qui tu es. Du coup, c'est fluide. Derrière, c'est beaucoup plus fluide. Alors, c'est clair, ça demande, pour les personnes qui nous regardent, ça demande du courage. Mais en fait, moi, j'ai une philosophie que j'ai adoptée il y a 4 ou 5 mois. Si je me montre tout nu devant toi, en fait, j'ai plus rien à cacher. Si je montre le pire de moi, bah, en fait, j'ai plus honte de rien et donc tu peux plus m'attaquer sur rien puisque je suis déjà dévoilé. Si je te dis, bon, bah, moi, il y a ça qui va pas, il y a ça, je suis comme ça, on va me dire, ah, mais il y a ça qui va pas. Mais je vais te dire, mais je te l'ai déjà dit, en fait. Il y a- je t'ai rien caché. Et donc, derrière, inattaquable. Après, voilà, ça demande un travail sur soi, de guérir ses blessures émotionnelles En tout cas, de d'être. les accepter. Ouais, de les accepter parce que je ne sais pas si on guérit Oui. totalement de ces blessures émotionnelles. Ce que je sais en revanche, euh, avec mon expérience personnelle, c'est que on est un peu comme des cachalots. Tu vois l'image du cachalot, le vieux cachalot qui a des balafres un peu partout. Au fil du temps, au fil de la vie, avec les épreuves, les choses difficiles que tu peux rencontrer, ben, les balafres, elles s'enlèvent pas, tu les as, mais quelque part, tu vis avec, tu les acceptes. Et les failles qu'on a tous et toutes, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, je pense, c'est de les regarder, ces failles et ces faiblesses, et de dire, bah, c'est moi, et je m'aime tel que je suis, tu vois. C'est de se dire, ouais, je m'aime comme je suis comme ça, et c'est comme ça, quoi. Et qui m'aiment me suivent. Le but de la vie, c'est de s'aimer et s'accepter totalement. Et une fois qu'on sera à ce stade, on pourra dire qu'on aura réussi notre vie. Mais carrément. Et je suis complètement d'accord avec cette philosophie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réussir sa vie, c'est pas de dire bah, demain je veux arriver là. Souvent, on n'arrive pas là, ou on y arrive, mais pas par le chemin où on avait prévu. Mais ce qui fait la beauté, c'est aussi le chemin, le parcours qu'on a fait pour arriver jusqu'au point qu'on s'était fixé, quoi.
Mmh. Tout à fait. Par rapport à ton parcours justement, quelles sont les leçons, les grandes leçons que tu tires? Ça peut être sur le copywriting, mais ça peut être aussi sur toi, sur, ton entourage, sur les leçons qui font tu vois, en fait, je m'intéresse pas forcément à ton métier ou tes compétences techniques, mais je m'intéresse plutôt à ta personne, à ton parcours et à toi, ce qui fait que tu es Robert aujourd'hui et que tu es devenu cette personne-là. Donc quelles leçons D'accord. tu as tirées? Les leçons que j'ai tirées, ben, ça rejoint très fortement ce qu'on vient de dire, puisque d'accepter de se montrer tel que je suis, ça a été un accouchement un peu dans la douleur en ce qui me concerne. Euh, je pense que, comment dire, moi après, j'avais une tendance à être perfectionniste dans ce que je faisais. C'est quelque chose que j'ai un peu laissé de côté. Alors, je dis pas que j'en ai terminé totalement, mais disons que j'essaye, voilà, de calmer le truc et de dire il vaut mieux faire les choses imparfaites que de ne pas les faire. Et de repousser tout le temps en se disant c'est pas assez bien, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Pour donner un exemple, il y a un an, j'ai lancé ma formation en ligne. Je l'ai vendue alors qu'elle n'était pas encore créée. Chose qui m'était complètement inconcevable pour moi encore 2 mois auparavant. J'étais plutôt de l'école de dire il faut vraiment que j'ai un beau produit, quelque chose qui soit bien fignolé, sur lequel je me suis bien pris la tête pendant 6 mois. Après, j'en fais la pub et je le vends. Là, j'ai fait à l'envers. Voilà, j'ai eu ce déclic aussi avec la personne qui me coachait, de dire on va faire à l'envers les choses. Euh, et je pense que ça répond quand même à ta question. Alors, je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question que tu me posais, mais dis-moi si ça. Non, mais c'est bon. Il y a une question et derrière, tu laisses venir le flow et les idées qui te viennent. Donc, il n'y a pas de réponse formelle que j'attends. J'attends pas de réponse particulière. Donc, toi, c'est vraiment le fait de faire, c'est mieux fait, c'est mieux que parfait. Et en termes du coup, de marketing, de vendre ou de pré-vendre ta formation avant de la créer et derrière la créer peut-être dans l'urgence ou peut-être même avec tes clients en fait, parce que tu as peut-être les retours en direct avec eux. Co-construire une formation avec les gens à qui tu vas la vendre, bah derrière, ça te facilite aussi grandement les choses puisque tu sais que c'est pas toi qui as pensé ton produit ou ton service dans ton coin, mais que tu l'as co-construit avec une communauté de personnes qui sont les premières concernées. Donc ça a le gros avantage, c'est que tu fais quelque chose tu sais déjà d'avance que ça répond à des vrais besoins de vraies personnes et non pas des choses théoriques qui, sur le papier, c'est nickel, tu vois, typiquement le business plan, quoi. J'ai jamais fait de business plan de ma vie, pour te donner une idée, et je suis pas du tout de cette école-là. Et pourtant, je me force. Je suis suivi par quelqu'un aussi qui me dit fais un business plan, fais un business plan. Alors j'ai dit non, je ne ferai pas de business plan. Et là, je lance, tu vois, mon académie du copywriting avec mon associé. On lance le 15 janvier. Il y a plein de choses qui sont pas encore tout à fait fixées, mais c'est pas grave, on lance parce que je sais que j'ai cette énergie, j'ai ce flow, c'est mon bébé, je l'ai en moi, je le porte ce projet. Donc l'énergie, elle vient de là, elle vient de l'intérieur, tu vois, elle vient pas de alors je vais réfléchir à un super business plan qui va être nickel, qui va faire 40 pages, que je vais présenter à mon banquier qui va me dire bravo, monsieur, vous êtes génial. Non, c'est pas ça du tout mon approche. Mm. Ah ouais, en fait, les business plans, c'est plutôt en école de commerce où on projette sur un marché. Je l'ai vécu, c'est super chiant. On projette quelque chose et au final, on est totalement enfin, souvent, on tombe super loin de la réalité du terrain, alors qu'il vaut mieux avoir une approche concrète dans le réel et au pire, avoir les retours directs si c'est pas bon, quoi. Tu sais, ça me fait penser aux mecs d'Alpha Body, des gros infopreneurs dans le domaine de la musculation qui me disaient leurs produits, ils l'ont lancé et en fait, ils étaient sous pression, ils étaient vraiment à flux tendu et chaque jour, ils devaient créer la vidéo de la formation du lendemain. Et en fait, ils la créaient en fonction des réponses qu'ils avaient eues de leurs clients, en fait. Et donc, chaque jour, leurs clients leur disaient waouh, mais c'est exactement la question que je me suis posée hier, mais c'est trop bien votre formation et tout. Donc, c'est génial. Au final, tout le monde est gagnant. C'est top. Et en plus de ça, ça t'évite de procrastiner. Euh, J'imagine que tu connais la loi de Parkinson, hein, qui dit qu'une tâche prendra le temps que tu lui as assigné, ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu te dis, ouais, j'ai quelque chose que je dois rendre absolument à mon client d'ici 2 semaines, bah, comme par hasard, tu t'apercevras que tu vas mettre 2 semaines à faire cette tâche. Alors que si tu dis la même tâche, je dois la rendre en 3 jours à mon client, bah, c'est la magie, mais dans 3 jours, elle sera bouclée.
Et donc, de fonctionner comme tu viens de le dire, avec la mise en place de vidéos qui sont actualisées tous les jours, qui sont créées même tous les jours en flux tendu, euh, j'ai envie de dire en direct live, qui répondent vraiment aux besoins, et ben ça, c'est top, quoi. Ouais. Du coup, Robert, tu t'es lancé il y a 4 ans, tu disais 4 ans et demi en indépendant. Euh, Est-ce que tu as ressenti de l'isolement par rapport à avant où tu travaillais peut-être en équipe dans ta boîte? Clairement, clairement, ouais. Clairement de l'isolement, euh, des moments où tu es forcément en proie au doute, puisque en tant qu'entrepreneur, bah, tu le sais aussi, hein, on n'a pas la science infuse. Il y a des moments où on doute, des moments où on se trompe, ou alors plutôt on apprend. J'aime mieux dire on apprend. Euh, et pour casser ça, aujourd'hui, donc ça fait quelques mois là qu'on a pris la décision, c'est de s'associer avec mon meilleur ami, qui est lui-même copywriter. Alors pour la petite histoire, on a fait nos études, les mêmes études. Voilà, on se connaît depuis 20 ans, même un peu plus. Donc voilà, on s'associe, on unifie nos forces et ça va casser cet aspect solitude de l'entrepreneur. Et on va faire grossir l'équipe aussi de rédac, voilà, par des embauches, je pense, bientôt. Ok, donc ton but, ta vision, c'est de construire une équipe et une, entre guillemets, entreprise en dur, enfin une agence ou quelque chose comme C'est ça. ça. Tout à fait, ouais. Une agence, donc Red de rédac, hein, on le comprend bien, c'est vraiment le contenu rédactionnel. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis spécialisé dans le copywriting de vente. Et Sébastien, mon associé, lui, est vraiment spécialisé en conception-rédaction, qui est le terme français pour copywriter, dans le storytelling, le naming et l'identité de marque. Donc, tu vois, on est vraiment complémentaires. Ok. Bon, je vais rebondir sur le storytelling du coup. Ouais, Moi, j'aime bien voir le storytelling comme, tu vois, on se racontait des histoires depuis la nuit des temps au coin du feu sur, je sais pas, le bison qui a tué mamie et donc faut pas aller trop près des bisons. Et donc ces histoires ont perduré dans le temps et, et parce qu'il y avait de l'émotionnel dedans et le fait de raconter une histoire, bah, ça parle mieux à notre cerveau. Alors, quelle est la place du copyright, du storytelling dans le copywriting selon toi? À quel point est-ce qu'il faut l'utiliser, il ne faut pas l'utiliser et pourquoi faire? alors c'est super intéressant. J'en discutais justement ce matin avec Sébastien, donc mon associé. Euh, Nous, on se fait la réflexion, on voit le métier changer, on voit le métier évoluer depuis 20 ans, si tu veux. Et aujourd'hui, les gens sont habitués, exposés à la publicité à la papa, entre guillemets. C'est-à-dire que le côté je te vends un truc, mais j'y vais un peu en mode lourdeau avec mes gros sabots et prix barré, grosse promo. Oui, ça marche toujours dans un coin du cerveau, il y a toujours un tilt, il y a toujours une lumière rouge qui s'allume qui dit le warning, tu sais, quand tu as un prix barré ou un attention gratuit, etc. Donc oui, il y a toujours cet aspect où notre cerveau reptilien, notre cerveau vraiment le plus ancien, réagit toujours aux mêmes stimuli. Mais par contre, aujourd'hui, ça ne nous suffit plus à nous, êtres humains. On a besoin de donner du sens à nos achats. On a besoin d'acheter non plus pour contenter des besoins primaires, mais aussi de se réaliser dans nos achats. Et ça passe par le choix de marques qui vont correspondre à ce besoin de sens. Et aujourd'hui, de mettre du sens dans les marques, au cœur des marques, c'est vraiment un enjeu majeur de copywriting. C'est-à-dire qu'il faut plus simplement se contenter des bonnes grosses ficelles du métier qui fonctionnent, hein, qui marchent, mais qui ne marchent plus autant qu'avant, d'une part, et qui s'essoufflent. Voilà. Donc le sens, le storytelling, parce que quand je dis storytelling, c'est le discours de marque hein, en général. C'est important de le remettre vraiment au cœur de toutes les marques. Et même quand je parle de marque, c'est même soi-même en tant qu'entrepreneur individuel, on est une marque. On véhicule un message, on véhicule des valeurs, on est une marque. Donc il n'y a pas besoin de s'appeler Coca-Cola hein, pour faire du storytelling, et surtout pas. D'ailleurs, bah, voilà, tout le monde le sait, mais c'est bon de le rappeler quand même. Donc, c'est-à-dire qu'on va plus répondre à nos besoins, enfin, on va répondre à nos besoins pour bah, combler notre estime, pour combler toutes ces choses-là, mais aussi par rapport
à la vision qu'on a de nous-mêmes par rapport au message de la marque. C'est ça que tu veux dire? Peut-être que je m'exprime mal, je sais Non, pas. je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut mettre il y a de la conscience. On met tous plus de conscience dans notre acte d'achat. On s'aperçoit, on a réalisé que les ressources ne sont pas infinies au niveau terrestre. On a réalisé les enjeux, on réalise les enjeux environnementaux également. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus simplement les marques n'ont plus ont vraiment un message aussi à faire passer de dire on n'est pas là que pour vendre notre camelote, mais on est là aussi pour faire que quand on te vend notre produit ou notre service, on te vend aussi notre éthique, nos valeurs profondes, notre souci de garder la planète en bon état à peu près, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, demain, les marques que je vais accompagner, ce sera des marques qui se positionneront telles quelles. Je sais que il y a tout ce qui est greenwashing également, et ça, alors greenwashing, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est le fait, par exemple pour Total, Total qui est un des plus gros pollueurs mondiaux, de dire bah, je vais faire une opération de reforestation pour me racheter une virginité, voilà, pour pouvoir dire attention, regardez, je fais ça pour la planète. Mais à côté, il y a tout ce qui est négatif, tout ce qui pollue, qui va passer un peu à la trappe. Donc voilà, je dis pas que toutes les marques ont cette démarche de communiquer vrai sur des valeurs qui ont plus de sens, mais en tout cas, je peux te dire qu'ici, au sein de Red de Redac, toutes les marques que nous on va accompagner demain, on les choisira aussi pour ça, quoi. Donc, en fait, le storytelling, c'est un outil qui peut être utilisé en bien ou en mal Bien pour sûr. cacher des mauvaises choses. Bien sûr. Ok. Le storytelling, c'est simplement l'art de raconter une histoire, l'art de mettre du sens et positionner la marque dans une continuité, dans une pérennité. On a tous en tête, je sais pas si après, voilà, c'est une pub qui date un peu des années 90, donc on n'a peut-être pas tous en tête. Mais en Peut-être tout pas. cas, il y avait une marque d'eau qui s'appelait Kezak, qui était une eau gazeuse. Et on voyait une petite fille qui revenait un soir de tempête, qui portait un seau d'eau. Et après, elle parlait un dialecte breton, je pense, ou je ne sais plus. Et la fin, elle disait Eke s'appelle Rio Kezak. Donc voilà, ça c'est vraiment du pur storytelling, c'est-à-dire qu'on invente une histoire, on invente une légende autour d'une eau gazeuse. Mais en soi, le storytelling, on peut faire du storytelling pour vendre, je sais pas, tous les produits qui existent, Ouais, hein, du mais parfum même, hein. Il y a beaucoup de storytelling autour du énormément parfum. dans le parfum, ouais. Mais on peut vendre un bon produit comme un produit qui est pas terrible, quoi. Donc, Mm. c'est une technique, le storytelling, plus qu'une philosophie, si tu veux. Donc, on peut mettre pour les entrepreneurs indépendants, peut-être coach, consultants, infopreneurs qui nous regardent, parce que là, on a parlé du coup des grandes marques. On peut mettre le storytelling au service, enfin, on peut utiliser le storytelling dans notre histoire et dans notre authenticité en décrivant en fait notre parcours ou ce qu'on a vécu dans la journée et mettre un lien vers un appel à l'action à la fin, par exemple. Oui, je pense que alors, le storytelling, pour moi, on n'a pas tous une légende personnelle à raconter, tu vois. Et en plus, on a des choses à raconter qui ne vont pas forcément intéresser les gens à qui on a envie de s'adresser. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi pas non plus se répandre, je trouve, hein, c'est personnel ce que je vais dire, mais faut pas non plus se répandre sur les réseaux sociaux à dire bah ouais, ce matin j'ai mangé une pizza, enfin ce midi j'ai mangé une pizza, c'était pas très bon, il y avait des anchois, machin. Enfin, il y a des trucs des fois, on en a rien à foutre, quoi. Clairement, il y a des messages des fois tu dis sur les réseaux, arrêtez de polluer les gars, quoi. Moi quand je publie des choses, j'essaie de me dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que je peux le relier à ce qu'attend mon audience. Est-ce que ça les aide, eux, à progresser dans leur cheminement? Est-ce que ça va leur donner un coup de pouce dans la thématique qui est la mienne, qui est le copywriting? Est-ce que ça va les... Voilà. J'essaie toujours de faire quand même, tu vois, un lien entre les deux. Parce que finalement, c'est ça. Ok. Donc là, c'est bien parce que tu as posé plusieurs questions concrètes qui vont aider les gens à se les poser eux-mêmes et derrière, peut-être plus implémenter de façon concrète ce qu'on se dit sur le storytelling, copywriting depuis tout à l'heure. Donc, c'est cool. On va arriver sur la fin de l'interview. Est-ce que tu as un message peut-être qui vient du cœur ou quelque chose à rajouter par rapport à
à toute notre discussion. Ouais, alors le message du cœur que j'ai envie de faire passer, c'est que moi j'ai 44 ans aujourd'hui et je m'aperçois que ça passe de plus en plus vite, que je regarde en arrière, j'ai l'impression que j'ai encore rien fait. Et si j'avais pu avoir des conseils en condensé quand j'ai démarré, et notamment quand j'avais 25 ans, on va dire, déjà je me serais lancé plus vite dans l'infoprenariat. Et deuxièmement, je pense que j'aurais gagné des années. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est pour reboucler avec ce qu'on a dit au tout début, c'est de ne pas avoir peur d'être soi-même, parce que c'est le seul risque que vous pouvez prendre, c'est que vous allez déplaire à certaines personnes, mais ces personnes-là, surtout, vous n'avez pas envie de bosser avec elles. Et le gros avantage, c'est que vous allez attirer à vous les bonnes personnes pour vous, celles qui vous ressemblent, et celles avec lesquelles vous allez prendre du plaisir à travailler. Donc, c'est ça mon message. Voilà, pour clôturer cette interview, c'est un peu le cri du cœur, c'est soyez vous-même, prenez le risque d'être vous-même. Voilà. Et exprimer votre message au monde, quel que soit le moyen. Donc, que ça soit par l'écrit avec Robert, par la vidéo, la parole ou par totalement autre chose, hein, l'art, la musique. Parce en fait, il y a plusieurs façons d'exprimer son être, mais l'essentiel, c'est de l'exprimer vraiment tel qu'on est, quoi. Exactement. Robert, donc tu parlais tout à l'heure de copilote, je te laisse en parler. Qu'est-ce que Ouais, c'est? alors, copilote, alors ça s'écrit en deux mots, comme le début de copywriter et la fin de pilote. Alors, copilote, c'est une académie qui forme les copywriters de demain. Et cette académie, on la lance ici. Ça démarre le 15 janvier. Et la grosse particularité, c'est qu'au-delà de mettre notre compétence et notre savoir-faire de plus de 20 ans à mon associé et moi-même, c'est qu'on forme les gens de façon pratico-pratique et qu'on les met en relation avec leur première mission rémunérée. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir même auto-financer tout ou partie des 6 mois que dure le programme. Donc voilà, c'est ça Copilote, ça démarre le 15 janvier et si certaines personnes qui nous regardent ont envie d'en savoir plus, elles vont sur mon site Red de Redac ou elles peuvent me contacter sur l'email que je pense que tu mettras en commentaire. Voilà, et je me ferai plaisir de vous renseigner. Ok. Et donc, ça ouvre tous les 15 du mois. Donc, si je C'est ça, publie tous les mois. l'interview le Donc ça 16 dure 6 février, mois. ça sera le 15 Tout à mois. fait. Le 15 Tout à mois. fait. Donc tous les 15 du mois, on ouvre une session pour de nouveaux arrivants dans l'académie. Et le programme dure 6 mois. Il y a 6 mois de formation. La promesse, c'est en 6 mois, on vous forme pour que vous puissiez vivre de votre nouvelle activité de copywriter. Ok. Et toi, tu promets pas des millions Non, en voilà. 3 mois, etc. C'est Et important, ça. merci Xerius de le rappeler parce que vraiment, c'est aussi ça que je veux dire, c'est que on va pas vous faire devenir milliardaire. On vous promet pas les grosses piscines, les grosses voitures de sport, etc. C'est pas ça notre promesse. Nous, vraiment, notre promesse, c'est de vous apprendre un métier qui vous permet de vous exprimer à l'écrit, de dire qui vous êtes. Et si aujourd'hui vous vous apercevez que c'est un mode de communication que vous aimez, l'écrit et le copywriting, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous éclater vraiment bien, 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 parce que je peux vous dire que c'est un métier génial, c'est une passion. Et aujourd'hui, vous transmettre cette passion, ça sera pour moi un gros, gros, gros kiff. Voilà, La transmission. la transmission. Bah, Ouais. merci beaucoup, Robert, pour ces réponses et cette interview authentique et enrichissante comme je l'espérais. C'est cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Xerius, pour l'invitation. Et si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un like ou à nous-mêmes nous répondre ou à nous parler en commentaire, poser vos questions ou à partager à une personne qui pourra en avoir besoin et pour l'aider elle aussi ou lui faire péter des déclics qu'elle a. Merci à tous d'avoir regardé, merci à Robert et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, dans la prochaine interview. Ciao, salut. Ciao, ciao.